Nous sommes ici à Paris, au Collège de France, qui en 2030 fêtera son 5e centenaire. Le Collège de France, un lieu de liberté académique dont les professeurs sont élus par leurs pairs. Et nous venons à la rencontre de l'un d'eux, le grand historien Patrick Boucheron, tenant d'une histoire généreuse, partageuse, d'une histoire sensible. Et avec lui, nous allons répondre à cette question, comment vivre par tant de catastrophes, comment faire face, comment tenir bon, à partir du grand livre qu'il publie ces jours-ci, Peste noire, un grand œuvre où il revisite cet événement sans commune mesure que fut la pandémie de peste au XIVe siècle. Un événement total, une histoire totale, avec toutes sortes de réponses pour aujourd'hui, pour résister, pour faire face. Bienvenue à l'échappée. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Patrick Boucheron, merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous. Dans un lieu sacré du Collège de France, dont vous êtes professeur. Et vous êtes l'un d'eux, puisque nous sommes dans la salle des professeurs du Collège de France, ce lieu historique de liberté académique où on est élu par ses pairs et où, depuis 2015, vous avez la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Mais en revisitant, j'ai pas tout apporté, mais à peu près une bonne partie, votre œuvre, ou en écoutant vos cours, vous êtes un formidable pédagogue, on voit bien que ce petit théâtre immense, néanmoins, du XIIIe, XVIe siècle, vous permet de déborder et de faire une histoire au présent. Il n'y a d'histoire qu'au présent, disait Marc Bloch. Mais avant de venir à ce qui m'amène ici, la parution, aujourd'hui même, de cette somme, Peste noire, c'est gros, mais c'est comme un polar, c'est comme une enquête, c'est une investigation formidable et c'est un type de lecture dont on sort habité soi-même par toutes sortes de pistes. Mais j'ai voulu commencer par cette citation. Cette citation est de Victor Hugo, dans Les Misérables, et vous l'avez rendue célèbre, j'allais dire, post-mortem, en l'exhumant dans votre leçon inaugurale au Collège de France, qui se tenait à la fin d'une année terrible en France, puisque c'était l'année des attentats de 2015. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Comment on fait aujourd'hui ? D'abord, Victor Hugo, c'est extraordinaire de voir, de constater combien il reste vivant, vibrant et disponible, et dès que quelque chose se passe dans notre pays et ailleurs d'ailleurs, une citation de Victor Hugo surgit. C'est pas moi qui l'avais inventé ou réinventé. Je l'avais vu comme un papier collé sur le socle de la statue de la place de la République. Oui. Et évidemment, au moment où on y revenait, après les attentats du 13 novembre. Et ça m'avait bouleversé, au fond, de voir d'une écriture d'écolier revenir ce cri de liberté. Qui est un cri de Gavroche en plus, c'est le gamin des rues, c'est au moment où il parle de Gavroche, où il parle du soulèvement populaire. Et c'est tantôt le Hugo des Misérables, tantôt celui du dernier jour d'un condamné qui revient et qu'on relit. C'est particulier quand même, effectivement, vous nous ramenez à cette année terrible, dites-vous, de 2015. Pour moi, au fond, beaucoup de choses changent parce que, je suis saisi par une sorte de responsabilité, on va dire d'historien public, mais j'avais écrit aussi avec Mathieu Riboulet, mon ami romancier. Disparu et que vous malheureusement regrettez infiniment. Oui, et qui s'appelle Prendre date, et qui était déjà sur les attentats de 2015. Et puis la question, c'est de savoir, puisque
je ne suis pas sûr d'aimer les dates, je ne crois pas vraiment les retenir, mais je tente d'en faire quelque chose depuis elles, de même que, effectivement, pour moi, le Moyen-Âge ne tient pas en place. C'est depuis le Moyen-Âge qu'on doit faire une histoire du présent. Est-ce qu'on est encore dans ce contexte ? Ça, c'est une question qu'on pourrait discuter. Mais je convoquais cette citation, justement, puisque, au-delà du moment où vous vous en êtes saisi, et depuis, vous avez fait cet autre petit texte de transmission, j'allais dire, le temps qui reste, et qui est une alerte sur nos temps de catastrophes politiques. L'élection présidentielle, vous en parlez, et à 4 ans de l'élection présidentielle dans ce texte-là. Évidemment, nous parlons au moment où le fascisme trumpien est là, et sous nos yeux, et tous les jours, il y a de nouveaux événements. Et donc, ma question, c'était un peu une question toute simple, oui, puisque vous avez voulu, en convoquant cette citation, un peu nous inviter, compris vous terminer dans le temps qui reste, par la joie, par comment tenir bon, tenir tête. Et quand même, nous sommes accablés là. Mais oui. Donc je vous demandais comment vous faites. Ben écoutez, comme vous d'abord, je lis Walter Benjamin, nous sommes l'un et l'autre des lecteurs amoureux de cet homme qui, d'une certaine manière, avait un pessimisme anthropologique, mais un optimisme de méthode, ne serait-ce que parce qu'on doit se rendre redevable à la jeunesse. Alors ça sert à quoi, à nos âges, de désespérer? On serait utile à qui si on ne réarmait pas un peu de joie, si on ne tentait pas d'étonner la catastrophe. Et c'est bien précisément parce que ça ne va pas qu'il faut dire que ça ira. Ça ira, c'était le nom qu'on a fini par donner à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Mais avant d'être le nom de la cérémonie, c'était le nom de code de notre travail au moment où ça n'allait pas du tout. Mais vous avez scénarisé cette... mais quand on se disait ça ira, c'était pour se donner du courage. Jeux Olympiques. Et en plus avec toute une résonance, puisque « Ah, ça ira » est une chanson révolutionnaire, populaire, surgie des rues dans l'année qui a suivi 1789. Et selon un des étrangers promis par la Révolution française, Anarchis Klotz, et en fait c'est Benjamin Franklin à Paris, c'est-à-dire un Américain de la guerre d'indépendance, soutenu par la France, qui, en fait, quand on lui demandait comment ça va, est-ce que vous allez gagner, dans son mauvais français, il disait ah ça ira, ça ira. Et le ça ira. Donc on est dans notre époque avec cette chanson révolutionnaire que vous aviez exhumée joyeusement, j'allais dire au début de cet événement, avec la reine et sa tête coupée qui a fait scandale, mais vous avez en même temps convoqué un lien franco-américain qui résonne profondément là. Parce qu'il faut entendre cette énergie hargneuse et têtue, féroce, farouche. Thiago Rodriguez dit le mot farouche est le plus beau de la langue française. Et c'est toujours intéressant. Qui s'occupe du Festival d'Avignon. Voilà. Et c'est intéressant d'entendre comment, justement, d'autres que des Français de première langue peuvent écouter notre langue. Farouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est un slogan au futur, en devenir. Bon, et dans un dialogue franco-américain, c'est particulièrement important. Pourquoi? Parce que moi, comme historien, je me méfie beaucoup de ces mots du passé qu'on jette à la figure, faute de mieux, d'un présent entêtant qui vient d'une certaine manière, dans une situation machiavélienne que j'ai étudiée, briser les mots, la langue politique, périmer, faire devenir en fait une langue de bois, notre langue politique, et puis on n'a plus les mots. Alors on dit, faute de mieux, les mots du passé. On va dire fasciste, par exemple. Ce qu'il y a, on peut en discuter, mais ce qu'il y a de proprement fasciste dans l'Amérique trumpienne aujourd'hui, outre le fait qu'on disait toujours « Ah oui, mais il manque les milices et les morts dans la rue », maintenant nous les avons, c'est quand même pas rien. Ce qui est proprement fasciste, je dirais historiquement fasciste, c'est la vitesse. C'est-à-dire ce culte de la vitesse soudaine qui crée ce que Paul Virilio appelait l'accident, et là nous y sommes.
Et donc, c'est très simple. Si on reste sidéré, si on reste sur place, si on ne trouve pas les ressources, qui sont effectivement des ressources, la joie, ça veut dire quoi? Vous citez la fin du temps, le temps qui reste, c'est pas une ode à la joie, un peu béate, c'est la joie comme puissance d'agir. Et moi, je suis un historien qui chérit ma solitude, qui des fois me met dans des sales situations en devant écrire des livres difficiles comme Peste noire, et qui des fois, comme dans l'histoire du monde au XVe ou l'histoire mondiale de la France, se situe dans la joie féroce des grands collectifs qu'on crée. Et là, voilà, on vit mieux. Vous l'expliquez bien, c'est une récurrence dans tous vos écrits, c'est-à-dire comment le risque c'est d'être prisonnier d'un présent monstre, oui. Et comment l'histoire a pour responsabilité au fond de réenchanter ce présent, de donner à voir des futurs non advenus, des possibilités. L'histoire finalement n'est jamais écrite, et c'est là où Walter Benjamin, qui a brisé, quelle est une version capitaliste ou marxiste, toute idéologie du progrès, oui. Toute une histoire linéaire, combien au contraire il y a des échappés qu'ont légué des vaincus, et ce sont ça les potentialités du futur. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire aujourd'hui, Edoui Plenel. C'est comme ça que les historiennes et les historiens de métier l'écrivent. C'est comme ça que s'en emparent les poètes, les romancières, les romanciers, les hommes et femmes de théâtre, j'en citais un tout à l'heure. C'est ainsi que le passé se met en présence aujourd'hui. Je n'invente rien. Je cherche simplement à me rendre contemporain de l'histoire telle qu'elle, non seulement telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se travaille, telle qu'elle se pense et s'enseigne, mais telle qu'elle s'éprouve. Voilà. En réalité, la question de l'épreuve ou de l'expérience collective, pour reprendre effectivement des termes benjaminiens, de l'expérience, qui a à voir avec l'enfance, avec son énergie, sa joie féroce de jouer sérieusement, c'est ça un enfant, et nous on essaye de jouer sérieusement, eh bien cette question-là, pour moi, c'est elle qui m'anime. Quand on dit est-ce que vous êtes un historien engagé, je suis engagé au sens où je m'engage dans ce que je fais. Je veux dire, corporellement. C'est moi qui vous parle. Ce n'est que moi. Mais je suis là. Et j'essaye de m'adresser à vos vies. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire ne vaudrait pas une seconde de notre temps si elle ne s'adressait pas à nos existences là où on est, tel qu'on est. Bon. Et de ce point de vue-là, alors on peut le dire de manière savante et ampoulée, on peut parler des usages sociaux de l'histoire, mais c'est tout simple. C'est qu'effectivement, on est trop seul, trop faible, trop pauvre si on est le nez dans le guidon à vivre que notre propre vie et pas d'autre vie que la nôtre, et à n'être que dans l'arrogance de l'instant, alors que notre présent est tramé de plein de passés qu'on doit voir surgir. Et puis, vous savez, au fond, parfois pour parler de ce que je fais comme ici des phrases peut-être inutilement contournées. Mais quand on est devant des gens qui s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent à l'histoire parce qu'ils trouvent ça intéressant. C'est le mot de Paul Veyne, c'est intéressant. Moi, le Moyen-Âge, j'essaye de le justifier de bien des manières, mais des fois, les gens disent « Ah ouais, c'est passionnant le Moyen-Âge », tout simplement. Et au fond, quand on parle de présent, quand on parle de joie et de volonté d'étonner la catastrophe, de s'organiser politiquement, de s'armer intellectuellement pour affronter les temps mauvais, n'oublions pas aussi que nous avons droit à la beauté, nous avons droit à au divertissement, à la diversion, à l'évasion. On peut aussi de temps en temps parler d'autre chose que ce qui nous obsède et ce qui nous assaille. Et l'histoire, ça sert aussi à ça. Et évidemment, c'est échappé. L'échappée belle, c'est une manière de revenir ensuite, non pas à nos affaires, mais à nos hantises, un peu plus déterminées. C'est formidablement fait partager une sorte de pratique sensible de l'histoire, pratique
même, voilà, vous disiez combien votre corps même est engagé. D'ailleurs, quand on voit les images de vos leçons au Collège de France, on vous voit faire une sorte de stand-up comme ça, mais Oui, parce il y a quelqu'un qui essaye de s'évader de bien sûr, l'intérieur. et on le doit. Ça. Mais pour terminer, avant d'en venir à ce grand voyage dans la peste noire, Walter Benjamin, là, bon, c'est son grand œuvre, mais posthume, fait à partir de toutes ses notes. Il n'arrêtait pas d'être dans des bibliothèques ici à Paris. Et Walter Benjamin qui s'est suicidé après avoir passé difficilement la frontière à Port-Bou depuis Banyuls en 1940, et qui peut-être ne voulait pas quitter l'Europe, au fond, dans ce moment où elle s'effondrait sur elle-même et le monde avec lui. Il y a une phrase dans Paris, capitale du XXe siècle, 19e siècle, pardon, le livre des passages, j'aimerais que vous la commentiez. Il dit « La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Oui. Oui. Elle n'est pas à venir, c'est que tout continue comme avant. » Il y a une tradition qui est catastrophe. On pense que la catastrophe, c'est ce qui surgit brutalement, l'accident, et je dis avec Virilio, ce qui, d'une certaine manière, était inattendu et brutal, mais il y a une forme de catastrophe qui n'est rien d'autre que la continuation du pire. Et au fond, cette question-là, mais oui, c'est justement des penseurs comme Walter Benjamin qui pensent par éclat, qui pensent par court-circuit, qui pensent poétiquement, le disait Hannah Arendt, qui nous permettent de le comprendre. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'une attente? Qu'est-ce que le surgissement d'une cette brusquerie efficace d'un tournant? Qu'est-ce que la bascule? Nous parlons de la bascule. Moi, pardon, mais ce n'est pas tellement chez les historiennes et les historiens que je le lis et que je le comprends, mais chez je sais pas, les écrivains, par exemple. La fiction est très présente. Oui. Peste noire, j'ai fait une liste de tous les... Alors, bien sûr, il y a Daniel Defoe, Boccace, puisque le Décaméron et tout, mais il y a Proust, mais il y a Patrick Deville, mais il y a Albert Camus, il y a Jacques London, il y a Édouard Glissant, il y a Robert Antelme, il y a Antonin Artaud, enfin bref, la littérature est totalement présente. Et vous terminez par la fiction, d'ailleurs. Dans Peste noire, oui. Peste et noire. avec cette idée déjà que, au fond, un événement est ce qui advient de ce qui est déjà advenu, et qu'on est toujours les derniers à le savoir, parce que parfois, on tente de se prémunir d'une catastrophe et on en précipite une autre, et on sait que quelque chose est venu quand il est déjà là, en fait. Vous parliez de Marc Bloch. Comment cette fois-ci, ne pas penser en retard? En fait, c'est ça qui nous anime et nous inquiète. Comment ne pas penser en retard, tant il est vrai qu'on sait qu'un événement, d'une certaine manière, c'est le rivage des Syrtes de Julien Gracq, à force de l'attendre, on ne comprend pas qu'il est déjà là. Et c'est ça qui nous arrive, ce que j'appelle la vitesse trumpiste, c'est ce paradoxe entre cette brusquerie, qui fait que, voilà, on est littéralement cloué sur place, et cette langueur. Oui. Le fait qu'on pense que ça va trop vite, donc c'est déjà trop tard. Donc, comment... Moi, j'ai un livre qui s'appelle L'Entretemps, une revue aussi numérique au Collège de France qui s'appelle Entretemps. Je pense que... Comment se glisser. Oui. Et puis aussi ne pas être toujours fasciné par les temps forts de l'histoire. Il y a aussi des temps faibles, et c'est là où tout se joue. Il y a des moments où on se rassemble, il y a des moments où on se disperse. Le moment de la dispersion est le moment le plus politique qui soit, disait Maurice Blanchot. Tout ça, effectivement, nous invite à habiter l'entretemps. C'est-à-dire, pas nécessairement être tout de suite dans l'assaut effrayant, la hantise de l'instant, pas se retirer. Moi, pardon, mais je n'y arriverai pas dans un passé refuge, dans un passé comme un musée des belles choses, mais chercher dans le passé des ressources pour, pas tout de suite, mais pas trop tard, quand il est encore temps, agir sur le monde. Mais quand vous disiez ne pas arriver en retard, hein, ne pas
la phrase de Benjamin, c'est aussi la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est ainsi le piège, c'est l'habitude. Oui. Parce que pour Trump, évidemment que tout est fait pour qu'on soit comme des lapins pris dans les phares ou comme des papillons qui tournent autour d'une lampe. On se réveille, il y a 3 tweets et puis il y a 3 autres nouvelles le soir et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, tout pouvait être diagnostiqué avant. Bien Il suffisait de les lire. La déportation des étrangers était écrite, la violence était écrite, le côté mafieux était écrit, tout ça. Et particulièrement cette fois-ci. Et nous sommes certains à avoir sonné l'alarme et sonné le tocsin depuis des années. Et donc là, la phrase de Benjamin, c'est aussi, et vous le dites, à la fin du temps qui reste, c'est-à-dire comment, au fond, on se réveille trop tard. Et de fait, c'est ce que nos gouvernants européens vivent aujourd'hui, non ? Oui. Et ensuite, évidemment, on peut dire que les historiennes et les historiens ne sont pas les mieux placés pour... Mais enfin, il y a Marc Bloch, quand même. Voilà, l'étrange défaite, c'est ça. Bah oui. C'est le patriote qui prend conscience qu'on s'est trop habitué. Voilà. Il le dit. Et puis, il y a cette idée qu'au fond, depuis le passé, on peut énoncer un diagnostic sur le présent. Voilà. Ce que Michel Foucault, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un de mes doudous, enfin, plus simplement quelqu'un avec qui je pense et qui m'aide, appelle prophétiser l'instant. Donc il y a une sorte de court-circuit comme ça, benjaminien, dans ces formules électrisantes, mais qui disent rien d'autre que faisons avec ce qu'on a. Là, vous voyez, vous avez quelques livres, on s'y accroche et on va tenter effectivement d'être un petit peu moins impuissant. C'est ça la joie. La joie, c'est juste de se souvenir de ce dont on est capable et de se souvenir aussi de ce qui reste à faire. Ça, c'est une description magnifique de Ernst Bloch dans l'héritage de notre temps. L'histoire consiste à se souvenir de ce qui nous reste à faire. La discordance des temps, l'histoire n'est pas un temps linéaire et vide, et dans lequel on peut se glisser. Alors on en vient à cet exceptionnel voyage. Alors, peste noire. Alors, je résume, le pitch, c'est la deuxième, il y en a, on en trouve 3, trois grandes pandémies de la peste, mais celle-là, 1347, 1352, 5 ans, et en 5 années, plus de 60% de la population européenne est fauchée. C'est-à-dire, comme vous l'écrivez, que c'est la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. On est devant un événement total. Un événement monstre. Monstre, exactement, qui a toutes les dimensions. Et ce que vous faites, j'ai dit que c'est comme un immense polar, parce que vous convoquez toutes les disciplines, et aujourd'hui, Dieu sait si elles ont avancé, y compris avec d'autres, comment l'ADN, comment exhumer les corps, comment faire toutes sortes de techniques de synthèse grâce au numérique, l'archéologie. Il n'y a pas que des textes, il n'y a pas que des manuscrits, il y a toutes sortes de correspondances. Et on va y revenir puisque c'est réédité. Là, on est vraiment devant une histoire mondiale. Et simplement, je voudrais que vous commenciez parce que vous dites à un moment, c'est vraiment pas une histoire commode, c'est tout à la fin, vous dites vraiment, vous citez quelqu'un qui écrit au moment du Covid et qui dit les pandémies, c'est vraiment pas une histoire commode pour les historiens, c'est vraiment un piège, j'essaye de retrouver la formule exacte. Voilà. Il dit voilà, les épidémies sont des sujets maudits pour les historiens. Alors, comment on se démerde, j'allais dire, avec un sujet maudit ? C'est peut-être la fausse bonne idée. Voilà. On se dit, une épidémie, c'est super, parce que pour les raisons que vous dites, en plus, ça va permettre de faire de l'histoire au présent, c'est-à-dire en convoquant toutes les disciplines. La génétique, évidemment, si on parle de polar, c'est le plus spectaculaire parce que... Oui, c'est un code case. Oui, évidemment. Et puis donc, on attend le smoking gun, si on veut continuer à parler anglais, c'est-à-dire effectivement la preuve ultime, comme le flingue qui fume. Et le flingue qui fume, aujourd'hui,
c'est l'ADN. Oui. D'ailleurs, il suffit de lire les journaux, on dit l'ADN a parlé. Donc ça, c'est le juge de paix, c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. Justement, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il y a un écart énorme entre ce que nous savons aujourd'hui de cette maladie infectieuse causée par Yersinia pestis et qui tuait effectivement tant de monde au Moyen-Âge, et eux ne savaient rien. Mais rien de rien. L'ADN, d'ailleurs, vous rappelez combien, on oublie, mais on est dans des révolutions tout à fait récentes, puisque la révolution génomique, elle est encore en cours. Oui. La publication du pangénome humain, c'est-à-dire de la gamme complète des gènes présents dans l'espèce humaine, ne date que de 2023, et nous sommes au début de 2026. Voilà. Donc on est une histoire qui se construit. Voilà, là, au et présent. qui se construit et qui bouscule nos paradigmes comme jamais, mais vraiment comme jamais. Là, c'est la première fois que je me heurte. Là aussi, il y a une question de vitesse. C'est-à-dire que moi, je suis médiéviste, je suis habitué à un croix raisonnable des informations. Il y a voilà, une bibliographie qui augmente. Mais là, du point de vue de la génétique, de la génomique, de la microbiologie, etc., aussi parce qu'il y a un enjeu contemporain. Ne croyez pas que les grandes agences de financement de la recherche s'intéressent à Yersinia pestis parce qu'elles aiment le Moyen-Âge. C'est parce que c'est un enjeu de bioterrorisme aujourd'hui. Oui, donc par conséquent, vous dites, il y a 3 pandémies, mais on ne sait jamais quand. On peut savoir quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Nous sommes toujours dans la 3e. Nous sommes toujours dans la 3e. Voilà. Il y a toujours des hommes et des femmes qui meurent de la peste, à Madagascar, au Pérou, ailleurs, au Canada, aux États-Unis. Et donc, d'une certaine manière, c'est précisément parce qu'il y a eu la 3e pandémie, celle qui précipite en fait la découverte scientifique de ce pasteurien. On va y revenir, qu'on peut à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, qu'on peut parler comme on en parle, sur le ton que l'on adopte, de la première et de la 2e pandémie. Donc, c'est à la fois un sujet merveilleux pour les historiens, mais un sujet compliqué parce qui crée. On attend des épidémies qu'elles soient un agent de périodisation. Il y a le temps de la lèpre, il y a le temps de la peste, il y a le temps du choléra. Bon. Et c'est pas faux d'ailleurs. C'est ce que Mirko Gromec, qui avait écrit à propos du sida. Et qui avait nommé pathocénose le fait que chaque époque est signée par une maladie dominante. Mais en même temps, tout se recoupe et tout se complique. Et au fond, on l'a très bien vu avec le Covid. C'est pour ça que Guillaume Lachenal, dans ce texte que j'aime bien, dit « c'est vraiment pas un bon sujet pour les historiens ». Pourquoi ? D'abord parce que dès qu'il arrive une catastrophe, revenons à la catastrophe, on va demander aux historiens d'être des pourvoyeurs de comparaisons et de précédents. Alors on va leur dire « alors la grippe espagnole », etc. Et c'est une manière de penser en retard. Ça, les épidémiologistes nous l'ont bien dit. Surtout quand il arrive quelque chose, ne pensons pas au passé, même au passé récent, même à H1N1. Là, on est sur un autre truc, il y a des malades asymptomatiques, on se concentre sur l'aujourd'hui. Le 9. Le 9, voilà. Et donc les historiens vont être pris de court parce qu'on leur demande de nous rassurer sur des continuités, alors qu'ils devraient juste dire, écoutez, il se passe quelque chose de totalement inédit, qui prend peut-être des formes anciennes, mais qui produit du neuf avec de l'ancien. Et puis, la chose, en revanche, c'est un livre que j'ai travaillé depuis les années 2015-2016, que j'ai enseigné en 2020 au moment du Covid, et qui sort maintenant. Voilà. Ça ne me servait à rien. L'histoire ne sert à rien en temps épidémique, mais vivre une épidémie en temps réel permet de comprendre quelque chose. En revanche, du passé, vous vous souvenez, on nous demandait sans arrêt de penser au monde d'après, monde d'avant, monde d'après. Ce qu'on attend d'un événement épidémique, c'est qu'il découpe le temps entre un avant et un après. Le monde d'après est comme le monde d'avant, mais il est méconnaissable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est pour ça que c'est un sujet maudit, parce que les historiens aiment bien les dates. Et là, en fait, ce que fait l'épidémie, elle ne sépare pas le temps entre un avant et un après, elle le froisse au milieu, elle le défait. Et c'est ce qu'on a vécu quand même. C'est ce qu'on a vécu.
C'est-à-dire ce présentisme interminable du Covid, c'est une sorte de jour sans fin qui, d'une certaine manière, défait la temporalité. Donc, c'est intéressant à décrire, c'est compliqué à composer. Voilà. Ouais, mais c'est une formidable symphonie parce que justement toutes ces pistes sont là. Je vais revenir sur le Covid parce que vous y revenez très, très souvent et on sent bien combien il y a une sorte d'arrière-plan de ce voyage encyclopédique et de toutes ces questions. Mais je voulais juste, pour inviter les lecteurs à aller se balader dans ce livre où il y a toutes sortes de pistes. Par exemple, on parlait de la génétique, et j'ai bien aimé ce petit passage, c'est au tout début, on parlait de découvertes sur des squelettes en Angleterre. L'homme de Cheddar, vieux de 9000 ans. Maintenant, on sait qu'il appartenait à un individu à la peau noire, et inversement, que la canine gauche d'un guerrier viking du 8e siècle découvert dans une tombe à l'est de Stockholm, exemple de chromosome Y, prouvait que ce guerrier était une guerrière. Et vous dites, la paléogénomique s'attache méthodiquement à décevoir ses anciens dévots, suprémacistes blancs, masculinistes et brexiteurs. Ça, c'est pour... voilà. Sur le Covid, tout de suite, c'est comme une petite incise, parce qu'on sent, au début, il y a une introduction très personnelle, vous parlez de vous, du narrateur, puis vous dites, on va le congédier. Oui. En fait, moi, je n'ai pas trouvé qu'il était congédié, ça ne m'a pas embarrassé, parce qu'au contraire, il est là, et on sent, avec toute la rigueur historienne, on sent en même temps toute votre patte vraiment d'humaniste et d'encyclopédiste. Mais là, il y a une phrase, et on sent qu'il y a comme un remords... De la Covid qui avait tant occupé nos conversations, nous ne disons plus rien. Sans peut-être nous rendre compte que d'un tel silence, nous commençons seulement à payer le prix politiquement exorbitant. Vous dites ça au tout début, vous nous le léguez, puisqu'à la fin du livre, on se dit, mais c'est au fond ça qui... Mais il n'y a pas la réponse, votre réponse, le prix exorbitant. Le prix exorbitant, c'est celui qu'on paye aujourd'hui. Vous parliez de Trump qui ne gouverne pas mais se venge, et qui se venge aussi des mauvaises décisions qu'il a prises lors de l'épidémie de Covid. Donc il y aurait toute une histoire mondiale du Covid qui reste à faire au fond. Pourquoi une pandémie qui, par définition, saute les frontières, les a, dans les réponses des États, réélevé en rendant saillants les différences de culture administrative, politique et autres. Il n'y a pas deux pays qui ont réagi de la même manière, et on sait la manière française de réagir, et dès lors, effectivement, y compris sur le plan politique, et économique, la politique économique, je veux dire, le quoi qu'il en coûte est aussi un des accélérateur de l'aggravation des inégalités. Donc tout cela, effectivement, est devant nous, on ne le regarde pas vraiment. Et moi, ce qui me frappait, c'était ça. C'était que ce qui avait occupé nos conversations, on ne l'avait pas énoncé. Pour ça, d'ailleurs, qu'on lisait avec tant à mon avis, de curiosité désespérée, La peste d'Albert Camus. Parce que La peste décrit, au fond, La peste d'Albert Camus, une guerre d'occupation. C'est une guerre d'occupation, concrètement, c'est un agent pathogène qui vient effectivement s'installer dans nos corps, qui nous traverse, et qui occupe les conversations. Il faut préciser, texte écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Alors que en lui-même 1947, est malade. Voilà. Lui-même est malade. Et c'est l'occupation. Et c'est l'occupation, et c'est la peste, c'est la guerre, mais c'est aussi la peste. C'est aussi... C'est-à-dire que elle ne se réduit pas à sa métaphore. C'est ça aussi toute la difficulté. Vous parliez de Susan Sontag, comment on décrit d'une certaine manière, comment plutôt on sépare la maladie comme métaphore de sa métaphore. C'est un de ses textes. Oui. En s'écoutant sur le Covid et cette phrase qui nous est léguée, vous nous la passée au tout début, à ce formidable livre que vous aviez fait, Gouverner la peur, qui est autour d'une fresque qui est à Sienne. Conjurer la peur, oui. La fresque du... Conjurer, pardon. Oui. Pourquoi je dis gouverner la peur? Parce que ça se dit aussi. Mais parce que justement, mon lapsus, c'est que la fresque est la fresque du bon gouvernement. Oui, c'est ça. Et je pensais aussi à propos du Covid, vous savez, on avait fait un petit scoop à Mediapart qui a été
il y a eu le scoop sur le mensonge sur les masques, sur les responsabilités de destruction des stocks stratégiques de masques, les mensonges du pouvoir. Mais on avait sorti une note qui a été censurée par le pouvoir et qui est au cœur de cette question. Comment on gouverne, oui. Comment on conjure, comment on gouverne, qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement. Jean-François Delfrécy, qui présidait le comité scientifique, d'ailleurs vous le citez à un moment, a fait une note, et on l'a révélée en avril 2020, où il défendait, au fond, ce que serait une démocratie sanitaire. Et en fait, c'était une note de critique de la gestion par nos gouvernants, autoritaire, verticale, de cette pandémie. Il disait qu'il faut impliquer davantage la société, sinon on va alimenter, on le voit avec le complotisme qui s'est d'autant plus répandu, la critique d'une gestion autoritaire et déconnectée de la vie des gens. On est au cœur de ça. Oui. D'abord, on est au cœur de ça du point de vue, je dirais, de la théorie politique. C'est-à-dire qu'il y a bien des modèles, à commencer par celle de la démocratie radicale athénienne, oui, qui tente à nous faire comprendre que plus une décision est compliquée, plus elle est importante, plus elle doit être prise par un grand nombre de gens. Et plus exactement, des gens divers. C'est moins le nombre que la diversité qui fait l'intelligence collective. Et là, au contraire, on est évidemment dans une dynamique de pouvoir, de délégation, c'est pas le tirage au sort voilà, d'une assemblée de tout représentatif des citoyens. Il y a une délégation et donc une confiscation. Et plus la décision est grave, plus elle va être prise par un petit nombre de gens. Pour la peste noire, c'est assez intéressant parce que je parlais de Foucault tout à l'heure. Il y a évidemment ce grand texte de surveiller et puis punir sur, au fond, la peste comme laboratoire idéal de gouvernementalité, d'un biopouvoir qui va quadriller, qui va contrôler et qui va effectivement accroître l'emprise d'un pouvoir autoritaire. C'est un texte de Foucault qui a beaucoup servi pendant le Covid, justement, qui était un petit peu la bande-son de ce qu'on voyait. Ces villes confinées et puis cette passion de l'attestation et de l'obéissance dont a parlé Nicolas Mariot. En même temps, attention, moi je fais une lecture non conspirationniste de Michel Foucault. Il le savait bien. Il a été malheureusement bien payé pour le savoir. Il est mort du sida, que les épidémies, ça existe et qu'on peut gouverner en temps d'épidémie, mais qu'on ne gouverne pas l'épidémie. On ne gouverne pas l'épidémie. Donc gouverner en temps de peste, c'est la question que j'ai posée dans ce livre. Je pose toutes les questions les unes après les autres. Est-ce que ça a permis de réduire les inégalités? Est-ce que ça a permis de réduire la différence de traitement entre les hommes et les femmes? Comment comprendre effectivement la flambée de haine contre les Juifs, etc. Tout cela est décrit. Et puis il y a une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça a changé dans les modes de gouvernement? Est-ce que le gouvernement a été plus autoritaire? Est-ce que ça a ici ou là, favoriser la tyrannie. Alors oui, à certains endroits, mais cette histoire dont vous parliez, qui est l'histoire qui a mes faveurs, qui n'est pas une histoire qui, d'une certaine manière, se succède comme une chronique, mais qui est une histoire qui ouvre des possibles, là, elle s'exprime aussi. Et donc, je suis bien obligé de constater dans ce livre que la peste noire ne signe pas un changement d'époque. Je ne peux pas dire, comme historien, après la peste noire, dans la seconde moitié du XIVe siècle, les gouvernements monarchiques ou communaux dans les villes italiennes se font plus tyranniques. Ce n'est pas vrai. Mais en revanche, il y a eu une possibilité de tyrannie. Et il y a eu une sorte de choc sur la société qui n'est forcément pas sans conséquence. Vous écoutant, je pensais, quand vous dites on ne gouverne pas la maladie elle-même, on gouverne la société face à la maladie, l'épidémie elle-même, le mal. Vous vous souvenez de cette déclaration ridicule qui avait été dire nous sommes en guerre, on était en guerre contre un virus, et du coup tout se traitait au Conseil de défense, secret défense, alors que voilà, et c'est une façon de ne pas associer la société
réalité, cela crée du secret, du trouble, du malaise. Et la force de votre livre, justement, quand vous dites, on va revenir sur les persécutions, parce que la quête du bouc émissaire, l'antisémitisme, les pogroms sont là, mais la force de votre livre, c'est de déplier tout ça et comme on le fait là, de nous donner à réfléchir. On ferme le livre et on continue. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur un personnage. Alors, d'autres l'ont visité, y compris un romancier, Patrick Deville, mais quand même, pourquoi ça s'appelle Yersinia Pestis? C'est parce qu'il y a ce monsieur Alexandre Yersin, et on est dans l'histoire monde. Ouais. Arrêtons de nous regarder, nous. Tout ça démarre en Indochine, oui. À Hong Kong, et ensuite en Indochine, puisque en fait, on est face à un disciple de Pasteur, qui est un médecin de la coloniale, comme on dit, et c'est lui qui va identifier, en rivalité avec un savant japonais, mais ça y est, on a tranché, c'est lui qui va identifier ce microbe de la peste dans un cadre colonial. D'ailleurs, je trouve très intéressant, j'ai regardé, il est peu connu et peu rappelé ici en France, ce grand découvreur, mais c'est une célébrité au Vietnam. Ah oui. En 2014, il y a encore eu un grand événement autour de lui au Vietnam, puisqu'il est mort là-bas, il est enterré là-bas, mais c'est un personnage de l'histoire du Vietnam. D'abord, vous avez raison de dire que c'est une histoire monde, il y a des savoirs interconnectés de la peste. Alors là, il y a eu une rivalité entre Kitasano et Alexandre Yersin, un japonais et un français, enfin un suisse, mais oui, je le prononçais à la russe, donc il est bien. Suisse. Ouais, ouais. Voilà. Mais les deux sont des élèves des grands épidémiologistes allemands, et puis il y a des Indiens, et puis il y a même des Brésiliens. Enfin, il y a une sorte de tout le monde au fond est parti au chevet de cette épidémie qui flambe en Chine et dans le monde indo-chinois depuis les années 1860. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on est dans une situation coloniale. Et on est aussi dans une situation coloniale parce que des grandes historiennes de la peste est turque, qui s'appelle Nuket Varlik, et elle parle d'orientalisme épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet orientalisme épidémiologique consiste non seulement à aller arrêter ce qu'on appelle les pestes d'Orient là-bas pour que ça ne vienne pas ici, mais à considérer que là-bas, c'est nous avant. C'est-à-dire que le lointain est notre passé. Donc on va comprendre la peste noire, ou même la peste de Justinien encore avant, en allant, non pas soigner, mais étudier, observer les Chinois malades de la peste. Et Alexandre Yersin, il est là, il observe. Il observe. Il n'est pas là pour soigner. Il n'est pas dans un hôpital. Il est dans une petite paillote. Oui, qu'il a fait bâtir à Hong Kong. Où il a amené ses microscopes et il essaye effectivement de découvrir. Alors, c'est assez extraordinaire. Là, on a un grand guide pour raconter cette histoire. C'est Bruno Latour qui a écrit Guerre et paix entre les microbes. Donc, effectivement, ce modèle tolstoïen des rapports entre l'épidémie et la guerre, elle est bien là dès le XIXe siècle, et qui décrit au fond cette scène comme un théâtre finalement de la preuve. D'abord, on observe, puis alors ce qui est absolument extraordinaire, et j'invite tout le monde à le faire, c'est de lire, c'est évidemment en ligne, les 6 pages. Ça fait 6 pages. De son rapport, article, voilà, qui s'appelle La peste à Hong Kong en 1894. Voilà, dont vous publiez la première page, d'ailleurs. Et c'est merveilleux parce que, bon, d'abord, c'est écrit en français. Je veux dire, c'est un article scientifique qui, aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, mais on a bien des raisons de ne plus faire comme ça. Mais voilà. C'est là. C'est là. Et ça s'appelle, effectivement... La peste bubonique à Hong Kong. Voilà. Et en 6 pages, tout est dit. D'ailleurs, Patrick Deville, que vous citiez tout à l'heure, dans Peste et choléra, écrit ça formidablement, puis à la fin, il dit, bon, c'était plié, cette histoire de peste. Alors, pas vraiment, évidemment, parce qu'on n'avait pas compris le rapport entre le rat, la puce, etc. Mais ça, c'est un moment marrant, intéressant, et passionnant. Et voilà, moi, j'étais obligé de le raconter au début
de l'histoire, puisque, au fond, même si je suis médiéviste... On commence l'histoire par la fin, comme vous l'expliquez. Parce que le Moyen-Âge est d'abord souvent l'ombre portée du XIXe siècle, et parce que là, pour nous, disons, la peste comme événement de connaissance a commencé à Hong Kong en 1894 avec Alexandre Yersin. C'est comme le début d'une bonne série. Après, il y a le flashback. Et puis, et puis on revient et on plonge. Vous avez cité Bruno Latour et vous venez parler des rats et des puces et de toutes ces questions. Est-ce que c'est les rats est-ce qu'ils meurent Ailleurs, on découvre que les rats, ils meurent cachés selon les climats ou dehors, etc. Enfin bref, tout ça. Et puis il n'y a pas que, il y a les marmottes. Voilà, il y a les marmottes, voilà, cet animal sympathique, tout ça. Et on découvre, et Bruno Latour l'avait traité, cette question, en fait, on n'est pas seul au monde. Et Latour dit, nous ne sommes pas le nombre, hein, vous le citez, et au fond, cette question qui était aussi au cœur de ce que toute l'humanité a vécu au moment de la Covid, qui est, voilà, le vivant. Il n'y a pas que nous. C'est ça. Et est-ce que la barrière des espèces, d'où c'est venu, de quel animal, etc. Et donc, le fait qu'il faut penser, et vous le dites en citant cette phrase dans le globish anglais One Health, hein, c'est-à-dire une santé, poser la question de la santé, c'est pas seulement poser la santé de notre petite espèce qui est un tout petit bout infime du vivant, mais c'est la santé de tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que l'histoire de la peste noire peut être bonne à penser aujourd'hui, parce qu'elle est mondiale, parce qu'elle est transdisciplinaire, parce qu'elle pose des problèmes de narrativité, et parce qu'elle s'élargit à tous les mondes des vivants. On pourrait citer aussi Philippe Descola, la composition des mondes. Et c'est ce qu'il appelle l'écologie des relations. L'écologie des relations. Et donc, on ne peut faire qu'une histoire naturelle, en fait, de Yersinia pestis, des environnements. On sait que les sauts d'espèces, le passage de la zoonose à l'épidémie humaine, sont très liés à des changements climatiques. Là, c'est avéré, dans ce cas-là. Donc, il y a un moment où on est dans les étoiles, dans ce récit. On parle des changements de radiation solaire, etc. Et puis, évidemment, la biologie moléculaire et sa cuisine, la cuisine de l'agent... et puis, y compris le changement climatique qui fait surgir du permafrost, des choses enfouies. En fait, nous tombons malades des retombées du passé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui nous semble effectivement provenir, là encore, d'une nouveauté inouïe est souvent une retombée ou une remontée du passé. Et là où c'est intéressant, effectivement, vous dites, nous ne sommes pas seuls, et c'est vrai que cette épidémie nous inflige une nouvelle blessure narcissique, c'est que c'est d'abord une épidémie des rongeurs qui passe à la puce, et les puces, quand il n'y a plus de rongeurs à piquer, eh bien, faute de mieux, se déportent vers cette hôte secondaire qu'est l'homme. On n'est pas du tout à son goût. La peste n'est pas notre genre. Elle est très mal adaptée à l'homme, et c'est pour cela qu'elle est si létale, si mortelle. Parce que, effectivement, c'est une catastrophe pour tout le monde, si j'ose dire. C'est une très mauvaise idée. Mettez-vous à la place du virus ou du microbe une seconde. Son intérêt, bien compris, c'est pas de tuer tout le monde. C'est qu'on survive. C'est qu'on survive. C'est d'être endémique. La grippe est l'horizon onirique de toute épidémie. C'est merveilleux. Voilà. Mais là, ça se passe très mal. Contrairement à la lèpre. La lèpre, elle est très mutilante, mais elle est peu mortelle. La peste, alors je rappelle quand même, peste pulmonaire, 100% de mortalité. Peste bubonique, 70% de mortalité. C'est pour ça qu'il y a l'incision des bubons, vous racontez toutes les techniques. Mais ça veut dire quoi si on se met du côté des survivants? J'ai essayé d'écrire du côté des survivants. C'est que ces survivants, c'est souvent des gens qui l'ont contracté et qui n'en sont pas morts. Et nous sommes toutes et tous les survivantes et les survivants de la peste noire. Et biologiquement, dans les archives du vivant, il y a quelque part dans notre corps où elle est encore, où elle est tapie. Et puisque nos ancêtres ne sont pas morts, ou ne sont pas tous morts, ils ont réagi par la pression négative de l'évolution, et ils ont développé, des allèles, ils ont recodé génétiquement notre patrimoine, qui nous permettent effectivement d'être un peu moins sensibles à la peste, et donc
plus sensibles, plus vulnérables à d'autres maladies. Alors vous disiez combien c'est létal, combien c'est mortel. Alors on va compter comment, y compris, vous chiffrez combien de kilomètres ça fait par jour, à la vitesse de déplacement, selon les sources que vous arrivez à croiser, puis parfois vous invalidez certaines sources, etc. Et là, il y a un moment, puisque faut compter l'ampleur de ce massacre. Et là, vous êtes tombé sur c'est assez fascinant parce que vous le décortiquez, vous prenez la peine. Donc, c'est le pape Clément VI. Et vous tombez sur ce chiffre de 42 836 486 morts. Comment ont-ils pu calculer ce 42 millions et à l'unité près, ce qui est assez sidérant. Oui, ce qui est sidérant au fond, c'est cette alliance entre l'énormité du nombre et l'exactitude du chiffre. Mais ça nous dit quelque chose de très juste, de très fort, de très beau moralement. Oui. C'est que compter les morts, c'est aux morts près. C'est n'en oublier aucun. Évidemment. Et donc, ce chapitre qui s'appelle « Compter les morts », d'abord, ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que, concrètement, on voit que la société, face à cette catastrophe, face à une humanité défaite, encore une fois, il n'y a pas de remède, ils le savent très bien, ils le comprennent très bien, ce qui n'empêche pas les médecins de faire des choses, et les pouvoirs publics d'essayer de compter les morts. Alors je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi on compte les morts ? Quel est effectivement, en quoi on fait son métier d'homme ? C'est dans Daniel Defoe. Hein. Daniel Defoe, le journal de l'année de la peste, là on est au XVIIe siècle. Avant d'écrire Robinson Crusoe. Oui, c'est une sorte de litanie, j'allais dire presque de liturgie, de la liste. On compte aux portes. Et oui, là par exemple, c'est un chapitre où j'essaye de faire de la démographie historique, pour savoir comment on arrive à ce chiffre de 60% ou 65% de la population européenne, et puis aussi d'anthropologie de la numération, c'est-à-dire c'est quoi compter ? C'est quoi compter ? Et pourquoi on le fait ? Et pourquoi on s'obstine à le faire ? Et pourquoi quand on ne le fait pas, on le voit bien dans les sociétés contemporaines, quelque chose n'a pas lieu, en fait. Et puis, il y a aussi les morts qu'on compte et les vies qu'on compte, C-O-M-P-T, et les vies qu'on compte, qu'on raconte. Et évidemment, il y a ce qui frappe les sources médiévales, c'est moins le grand nombre des morts que la mort des grands. Or, la peste est une maladie égalitaire. Elle touche autant les jeunes que les vieux, les malades que les bien portants, les hommes que les femmes, et d'une certaine manière, autant les riches que les pauvres. Il y a tout un passage d'ailleurs sur l'inégalité. Voilà. Et ce que vous faites aussi, c'est derrière ce chiffre, toujours dans cette histoire sensible, citer Pétrarque, puisque son amoureuse Laure va mourir de la peste et lui-même va survivre. Mais oui. Et vous avez cette très belle phrase qui m'a touché. On entre dans la vieillesse par la mort de ses amis. Et je me suis senti concerné en vous lisant. Et puis à un moment, vous dites le plus noir du malheur nous demeure impénétrable. C'est-à-dire qu'on est comme ça. Et vous citez, puisqu'on parlait de chiffres, et là, pas à l'unité près que pour la Covid, on est à 6,7 millions, c'est ça, d'évaluation. Oui, mais il y a alors qu'on ne peut pas imaginer écart plus important entre une situation médiévale qui est évidemment pré-statistique et ce que nous vivons aujourd'hui. 42 millions et les 6. Où l'information est effectivement totalement instantanément globalisée. Évidemment, le chiffre du mort des Covid, tout dépend qu'est-ce qu'on compte. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'on compte, c'est la surmortalité. C'est-à-dire les morts en temps d'épidémie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand je dis 60% de morts de la peste noire, je ne sais pas très bien ce que je dis. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est assez important de rappeler. Alors, effectivement, on peut le dire. Quand je dis
d'une certaine manière, le plus noir du malheur des hommes nous est impénétrable, nous ne connaîtrons une catastrophe que par ses abords. C'est très général, c'est très universel. La littérature des survivants pour les drames du XXe siècle nous l'a bien appris. C'est pas tout de suite, c'est pas en langage naturel et explicite que se disent les catastrophes, mais poétiquement, mais tardivement, mais de manière différée. Et la peste, c'est la même chose. Alors évidemment, on va me citer le Décameron. Oui, il y a le Décameron. Mais le Décameron, c'est une œuvre qui est en fait qui répond à la peste, qui oui, la c'est décrit des jeunes qui vont s'échapper, en fait. C'est des jeunes qui se racontent des histoires. Qui se racontent des histoires. C'est cette idée, Voilà. pour échapper à la mort, on se raconte des histoires. C'est déjà le cas des Mille et une nuits. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire. Mais, ok, il y a le Décameron. Et peut-être que vous ne me croirez pas, enfin vous aussi, parce que vous avez lu le livre, mais nos amis qui nous écoutent, si je dis, il y a très peu de sources directes sur la peste. C'est-à-dire que c'est indirectement qu'une catastrophe nous est connaissable. Mais il y a, parmi tout ce que vous convoquez, alors il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que vous parlez de ces fresques ou de ces tableaux, le triomphe de la mort. Et vous en citez une qui est dans un quartier de Palerme, où on voit une sorte de cavalier, et on a tous ceux qui sont atteints, et dans tous ceux qui sont atteints, il y a tous les mondes. Et puis il y a, et pour moi elle est très philosophique, parce qu'il y a tout un monde de riches, de puissants, qui continuent dans l'insouciance à faire la fête. Donc évidemment, on peut penser à la peste, mais aussi penser à une sorte de message sur ce monde d'insouciance. Et vous savez que certains, vous le mentionnez d'ailleurs, que certains lettrés siciliens pensent que pour concevoir Guernica sur nos catastrophes, Picasso s'est inspiré de cette fresque du triomphe de la mort de Palerme. Oui, voilà. Qui est anonyme, qui date des années 1440 et qui décrit à la fois la latence. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que si vous fermez les yeux et si vous pensez peste noire, vous allez voir deux choses. Vous allez voir des danses macabres et vous allez voir ce cheval de la mort, ou cette mort archère, comme on le dit, décharnée, avec sa faux. Les danses macabres, vous en montrez même dans des églises bretonnes. Bretonnes, elles sont partout. Mais l'Ankou de la mort, par exemple. Mais la mort archère, elle est légèrement antérieure. Le motif iconographique apparaît dans les années 1330. Donc c'est fascinant, c'est comme si l'image précédait et préparait la réalité qui allait, au fond, s'exprimer en elle. Quant à la danse macabre, elle est très postérieure, puisqu'on n'a pas avant 1420, 1430. Et donc, il y a cette période de latence qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la peinture ne documente pas la peste noire, mais simplement elle est transformée par elle. Elle finit d'une certaine manière par... Elle ne la dépeint pas, elle la peint, en fait. Et évidemment, il y a... Qu'est-ce que je dis, au fond, quand je dis le Camposanto de Pise, qu'on a longtemps cru, parce qu'évidemment, on voit la peste partout, là, une image de la peste est peinte juste avant. Ok, elle est peinte juste avant, mais pour celles et ceux qui ont vécu la peste, qui l'ont subie, ils ne peuvent plus ne pas voir cette fresque de Buffalmacco à Pise autrement que comme une allégorie de la mort. Et aujourd'hui, c'est ça aussi toute la difficulté, c'est ça qui fait que ce sujet est passionnant, mais maudit pour l'historien. C'est que nous en avons vu d'autres, Edoui Plenel. Quand je vois effectivement des images de Mandchourie, quand je vois ces corps jetés dans la fournaise, quand je vois effectivement ce corps défait d'une humanité souffrante, eh bien, par transparence, tous les drames du XXe siècle s'invitent malheureusement, là encore, sous nos paupières. Et qu'il ait vu ou pas le cheval de Palerme, je parle de Picasso, Picasso a peint Guernica, et nous qui avons vu Guernica, ne pouvons plus ne pas voir Guernica par transparence à Palerme. C'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher, en fait. Pourquoi ? Parce que l'histoire continue, parce que ces images-là, qui ont, je pense, dans laquelle on voit venir le temps. C'est ça l'art.
Ça nous sert à ça. Pourquoi vous disiez, mais pourquoi la littérature? Parce que c'est la littérature qui nous permet de voir venir le temps. Eh bien, une fois que c'est dit ou peint, ou là, simplement, ça devient disponible pour exprimer ce qui arrivera après. Mais là, vous convoquez Guernica et puis ces images par transparence. Et puis même quand on dit peste, la peste brune. Voilà. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. J'allais y venir. C'est-à-dire que la peste des hommes sur les hommes, contre oui, les hommes. Très difficile, au fond, de séparer une maladie de ses métaphores. C'est ce que Susan Sontag disait, et elle le disait par humanité. Elle était tombée malade d'un cancer du sein en 1970, et elle disait, voilà, c'est déjà suffisamment lourd d'être malade. En plus, si on va trimballer les métaphores cancéreux, etc., non, pour être juste avec les malades, il faut leur dire, c'est juste une maladie. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est juste une maladie. Donc, il faut démétaphoriser. Ce livre, il était difficile pour moi parce que j'ai essayé de le... Alors, vous le dites, vous l'avez fort bien dit, j'ai essayé d'abord de considérer que la place d'un historien n'était pas toujours dans son livre, donc il fallait un peu de retenue, un peu de retrait, et que c'est Susan Sontag qui écrit toujours dans La maladie et ses métaphores. On n'écrit pas nécessairement pour enflammer les imaginaires. On écrit parfois pour retenir. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Et donc, je voulais un livre un peu tenu comme ça, vous voyez, et donc séparé de ces métaphores. Mais, on parlait de Camus tout à l'heure, quand on parle de la peste, on parle aussi d'autre chose. On parle aussi de la guerre. Et aujourd'hui, évidemment, même si j'enlève l'article « Peste noire », il y a un côté un peu abstrait qui rend l'image disponible. D'ailleurs, l'image qui orne la couverture d'un peintre contemporain. 2023, voilà, Guillaume Bresson. Bresson, qui est des hommes et des femmes qui tombent. Voilà. 2023, série de tableaux magnifiques, et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de nous le confier, évidemment peint en temps de Covid. De loin, on se dit c'est un Caravage, on se rapproche, et on se rend compte que c'est nous aujourd'hui. Voilà, c'est ce mouvement-là, en fait, de bouger ou de rapprocher qui rend l'histoire si difficile, mais à mon avis si nécessaire. Mais bien sûr, et la force de cette histoire sensible que vous défendez, rigoureuse mais sensible, c'est-à-dire qui ne se laisse pas aller aux passions pour autant, mais fait passer de la sensibilité. J'aime bien ce mot raisonner en résonance. C'est-à-dire qu'il y a de la raison, du rationnel, et en même temps le son qui nous accompagne. Et de ce point de vue, on vient de le convoquer en parlant de peste brune, c'est-à-dire du fascisme, et avant, en transparence, et les corps, et on pense évidemment à la Shoah et au génocide, et vous citez votre collègue Georges Didier Huberman, qui a beaucoup travaillé sur les images en général. Il y a un passage très très fort qui est, et on le voit dans notre époque, comment dans ces temps de catastrophe, où ça renforce, c'est toujours latent dans nos sociétés, la quête du bouc émissaire. Et là, le chapitre, la partie sur les pogroms, sur l'antisémitisme, et vous le documentez, en plus on trouve les tombes, on trouve des fosses communes. Pour prendre une ville qui ne vote pas vraiment à gauche aujourd'hui, Toulon, il y a toute une communauté juive qui est exterminée. Enfin, vous le montrez, et là c'est pas le temps des croisades, c'est dans ce contexte du choc qu'a créé la peste noire. Oui, c'est un chapitre qui est plus gros que les autres, éprouvant, avec un motif sur lequel je reviens dans d'autres, le motif du complot juif, le motif du puits empoisonné, qui est un motif faussement simple, faussement évident. Carlo Ginzburg a écrit des choses magnifiques là-dedans. C'est apparemment simple parce que il faut dire que nous vivons dans un monde sans microbes. Je parle du XIVe siècle, ils n'ont pas... on n'est pas la conscience. Ils n'ont pas la conscience de ce qu'on appelle la contagion. Et pour nous, la contagion, c'est naturellement, effectivement, une contamination humaine. Pour eux, il y a d'abord un mal extérieur. Oui, exactement.
Voilà, donc on peut éventuellement empoisonner l'air, et puis vous allez respirer le même air que j'aurais empoisonné, ce qu'on appelle les miasmes, et voilà. Et donc ça veut dire que si on est empoisonné, c'est qu'il y a des empoisonneurs. Et c'est là où on retombe sur effectivement des comportements que, par facilité, on pourrait qualifier d'archaïques. Vous avez remarqué qu'il y a deux mots que je n'emploie pas dans ce livre. Il y en a un que je n'emploie pas, qui est celui de résilience, et je dis pourquoi je n'emploie pas. Non, même il y a tout un passage où vous le détruisez, voilà. vous lui réglez son compte, voilà. et vous dites que c'est un mot conservateur. Oui. C'est un mot qui nous ramène à quelque chose de fixe, d'immobile. C'est la résistance au changement. Et c'est considéré que la résistance au changement est une qualité humaine, dans les deux sens du terme. Ce mot à la mode. Voilà. Bon, ça c'est... Oui, mais parce qu'à ce moment-là, je parle de la transformation, c'est comme ça que disent les archéologues, c'est-à-dire comment quelque chose se transmet en se transformant des paysages ruinés de la peste noire. Et puis il y a un mot que je n'utilise pas du tout, c'est celui que vous avez employé, donc je vous remercie beaucoup parce que ça me permet de m'expliquer, c'est bouc émissaire. C'est-à-dire que j'ai essayé, presque comme un exercice de pensée ou un exercice littéraire, de raconter toute cette histoire des complots juifs, des massacres. Alors, c'est des massacres terribles, par exemple, lors de la Saint-Valentin 1349, donc 14 février 1349 à Strasbourg, on brûle 900 juifs. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous parliez des preuves archéologiques, dans les fosses de Tàrrega, en Catalogne, on voit les coups portés sur les femmes, les enfants. Voilà. Et on comprend qu'il y a une volonté non seulement de se venger, de détruire, mais d'annihiler. Voilà. Donc c'est de ça dont on parle. Et évidemment, et puis parfois, on tue les Juifs avant même que la peste arrive, par précaution. Il y a un mot qui nous brûle les lèvres, c'est bouc émissaire. C'est-à-dire, on va dire, oui, c'est une sorte de résurgence de quelque chose de très ancien, de très dégueulasse. C'est un égout qui déborde, quoi. C'est l'archaïsme. Bon. Et j'ai essayé de ne pas le dire. J'aurais pu lui faire le même sort que résilience, dire voilà, c'est un mot, Girard, qu'est-ce qu'il est, puis c'est compliqué, c'est intéressant aujourd'hui, Girard, le rapport à notre contemporain. Non, j'ai essayé de ne pas le dire parce que j'ai voulu maintenir le plus longtemps possible le scandale. Il y a la peste, il y a la mort des Juifs, et ne pas dire il y a la mort des Juifs parce qu'il y a la peste. Ne pas mettre de lien de causalité. Ah ben oui, c'est pas, on comprend. Non, moi je ne comprends pas. Je continue à ne pas comprendre et je veux le plus longtemps possible ne pas comprendre. C'est la position du livre. Je veux ne pas comprendre. Je veux être avec ceux qui subissent sans comprendre. Et être scandalisé. Et à ce moment-là, on dit, mais alors par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg en 1349 ? Il y a un moment, il y a un changement politique et il y a des édiles qui en remplacent d'autres et qui, pour justement compromettre ceux qu'ils remplacent, disent qu'ils étaient les amis des Juifs. Et se mettent effectivement à massacrer. Et on voit aussi ça dans le sud de la France, à Toulon notamment et ailleurs. On le voit en Catalogne et dans la couronne d'Aragon. À chaque fois, ce n'est pas des mouvements spontanés, c'est des politiques. C'est des politiques. Et ça commence à devenir intéressant parce que, de ce point de vue-là aussi, la peste noire n'est pas seulement un moment parmi d'autres où on cherche des boucs émissaires, c'est une étape dans l'histoire de la haine contre les Juifs qui devient un antisémitisme parce qu'elle se racialise. Et ça, en Espagne, on le voit dès le XVe siècle, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle les lois de pureté de sang, dès le XVe siècle, et c'est un effet indirect, amorti, différé,
mais c'est un effet de l'épidémie. Comment le vieil antijudaïsme chrétien, la limpieza des sangrés, que vous avez cité, se traduit, et le terreau de l'antisémitisme moderne, qui est lui-même un complotisme. Mais c'est formidable ce que vous avez expliqué là, parce que ça mériterait à une réédition un post-scriptum, parce que vous avez cité René Girard et toute sa théorie du bouc émissaire. Or, maintenant, il est établi que René Girard a été beaucoup lu par ces néo-conservateurs américains qui accompagnent Trump et qui, eux, désignent clairement des boucs émissaires et se trouvent des raisons rationnelles. Nous sommes scandalisés et nous ne voulons pas comprendre. Nous avons raison de ne pas vouloir comprendre le racisme, la xénophobie, le tri des hommes, le rejet de l'humanité. Et c'est ce que vous... Voilà, ça appelle... Il faut faire comme pour Résilience. On arrive, hélas, on a déjà c'est beaucoup voyagé, et puis il faut que je vais arrêter de spolier ou de donner tout ce qu'il y a à découvrir dans le livre. Il y avait plein d'autres choses que j'aurais voulu évoquer, le moment de ce que vous appelez la panique morale, la peste émotionnelle, ça fait écho aussi à notre temps, la question, on en a déjà parlé pas mal, le temps épidémique. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que, vraiment, je le redis, on lit ce livre et on en sort habité et on se pose plein de questions pour aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on évoque quand même, pour terminer, la réédition de ce monument, puisque vous aviez fait un pavé dans la mare avec des collègues, l'histoire mondiale de la France, en faisant parler Michelet, qui disait « ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France », et qui était au fond une réplique au tenant d'une histoire racinée, d'une histoire identitaire. Et là, c'est une nouvelle édition avec à nouveau d'autres compléments, c'est Work in Progress, et le dernier nouveau texte est de la grande et toujours là historienne Michèle Perrault, historienne du féminisme. Il y a dans cette histoire mondiale un article exceptionnel d'un de vos collègues sur le moment où le Code noir, le début de l'Empire colonial français, enfin là il y a tout un tournant qui fait écho aussi à notre modernité d'exclusion. Il y a deux mots sur lesquels vous avez écrit, on va finir avec Walter Benjamin. C'est des mots que vous avez trouvés, qui vous ont interpellé en lisant Walter Benjamin, c'est la trace et l'aura. La trace, vous avez cité Carlo Ginzburg, il en parle, les historiens voient bien, les archéologues voient bien, une trace, petit élément. Et vous avez été interpellé par cette façon de Benjamin de dire la trace, c'est quelque chose qui reste, et l'aura, c'est une invitation. C'est à nouveau les possibles non advenus. Et c'est ce qui s'empare de nous au loin. La trace, évidemment, nous oblige à regarder là où on met les pieds, au sens propre, à ne pas être ce flâneur baudelairien, le nez au vent, mais véritablement le chiffonnier. C'est ainsi, c'est de ça dont on parle depuis le début. On rassemble des traces épars, des débris, on essaie de reconstituer avec des rebuts de l'histoire des vies. Et ça, c'est la trace. Et l'aura, évidemment, c'est autre chose, c'est ce qui nous fait lever les yeux vers ce qui nous regarde, croit-on. Et moi, qui suis un historien du pouvoir, je me disais souvent, j'ai écrit un livre qui s'appelle La trace et l'aura sur Saint-Ambroise, qui est en fait une histoire longue d'un souvenir. Pour le dire vite, faisons jouer la trace contre l'aura. La trace est démocratique, elle est humble et travailleuse, elle fabrique l'histoire. L'aura peut être un piège, c'est ça que vous voulez dire. L'aura, évidemment, c'est cette capacité qu'ont les choses de loin à s'emparer de nous. Parce que vous en parlez, que c'est d'en faire profession d'historien, c'est juste avant d'être élu au Collège de France. Et l'introduction est autour m'obsède. De ces deux mots et de la tension entre ces deux mots qui renvoient à la question de l'imaginaire, de l'horizon. Est-ce qu'on pourrait terminer avec cette phrase qui est dans La Peste de Camus ? La vraie générosité entre l'avenir consiste à tout donner au présent. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui, parce que, vous savez,
j'adore travailler avec mes collègues. Voilà, il y en a plus de 150 dans cette nouvelle édition de l'Histoire mondiale de la France. Et au fond, la confiance et la joie, reparlons-en, de parler avec des collègues, c'est au fond de choisir ceux qui préfèrent. Il y a deux peurs. J'ai peur de ne jamais paraître assez intelligent. J'ai peur de ne pas être utile. Eh bien, moi, je préférerais toujours ne pas être inutile. Je préfère toujours dire quelque chose de compréhensible, d'intelligible, et qui rende ce savoir un peu complexe serviable à toutes et tous, plutôt qu'une fois de plus contourner quelque chose pour avoir l'air intelligent. Donc ça, c'est la générosité, on va dire. C'est-à-dire se demander à l'endroit où on est, qu'est-ce qui, d'une certaine manière, pourrait être utile au plus grand nombre. J'aime bien le mot serviable. C'est celui de Marc Bloch, se rendre serviable. Et parce que, vous savez, Marc Bloch, c'est simple. On va bientôt le panthéoniser. On travaillait avec mon ami le médiéviste Florian Mazel et Yann Potin, un livre qui va paraître bientôt, et on s'est dit, mais c'est fou, en fait. Toute sa vie, cet homme a été fidèle à un tout petit nombre de questions. Et la première, la plus obsédante pour lui, c'était la question de la servitude et de la liberté, y compris comme médiéviste. Or, ces derniers mots de citoyen, c'est au fond comment servir sans s'asservir. Comment servir, mais sans renoncer à ce qui nous fait, femmes, hommes, au plus près de ce qu'on a rêvé quand on était jeune. Et moi, quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de monter en chaire, je ne rêvais pas d'être un historien public, je rêvais d'être au plus près d'un projet d'écriture, et puis, allez, je me lance, de beauté. Donc, ça ne va pas avec le tribun. Donc, je veux servir, mais je ne veux pas m'asservir, je ne veux pas me caricaturer. Et donc, ce dilemme, il est toujours brûlant. Voilà. Mais maintenant, j'ai décidé, parce qu'on parle aussi, ici, au Collège de France, dans une institution dans laquelle, effectivement, ce livre essaye aussi de faire une histoire qui est contemporaine de la science en train de se faire. Donc, dans un monde trumpisé, il y a aussi une nécessité ardente, urgente, politique, à défendre la science. Mais on défend la science, non pas de haut, par l'aura, de manière fracassante et autoritaire, mais en exposant avec suffisamment de franchise et de probité ces incertitudes. Donc, ce que je dis est un peu contradictoire, mais c'est parce que je crois, et je le sais, je vois, c'est ce que font mes collègues ici, y compris dans ces sciences qu'on dit exactes ou expérimentales, mais qui doutent autant et plus que nous, qu'on n'affaiblit pas un discours de vérité en disant l'incertitude. Bonté, beauté. C'est un beau programme politique. Merci. Merci de votre générosité. Merci à vous. Merci vraiment. Merci infiniment. Mediapart.